Bien, Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, Monsieur le Président de la Fondation du protestantisme, Monsieur le Ministre, cher Pierre Jox, Mesdames et Messieurs les responsables des Églises et de la Fédération. D'abord, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier pour votre délicate attention, pour ce présent auquel je ne m'attendais pas, qui me va droit au cœur, qui s'arrête à la lettre C. C'est donc une invitation que vous me faites de vous rejoindre, puisque j'ai compris que dans l'esprit qui caractérise cette soirée et qui a présidé à votre discours, comme souvent d'ailleurs à vos discours, il y a une volonté d'accueil, d'écoute, de tolérance et de respect. Je dois vous dire d'ailleurs que, et je ne suis pas flagorneur ni complaisant, mais j'ai toujours un grand intérêt à vous écouter, par la finesse du propos, par la profondeur des références et de la pensée. Et je dois vous faire un aveu dont j'espère qu'il ne vous compromettra pas trop. Mais j'ai très présent à l'esprit la journée, la matinée que j'ai passée à Mialet avec vous au mois de septembre, qui a été pour moi un moment inoubliable par la beauté du site, la châtaigneraie, dans laquelle je tiens à vous dire qu'il y a très peu de châtaigniers quand même, parce que mon amour de la botanique très poussé m'a conduit à partir dans cette châtaigneraie avec passion et intérêt et motivation, imaginant que je verrais là une cohorte de châtaigniers que je souhaitais voir depuis longtemps dans les Cévennes, ma famille habitant non loin, et j'ai vu beaucoup d'arbres sublimes, parmi lesquels figuraient peu de châtaigniers, dans la châtaigneraie de Mialet. Mais après tout, cela avait peu d'importance, parce qu'il y avait dans ce moment que nous avons passé ensemble quelque chose d'assez magique, par le propos que vous avez tenu, par l'importance du rassemblement, par sa dimension champêtre. En même temps que l'on vous écoutait, il y avait des tables de camping installées, des bouteilles qui s'ouvraient, des pique-niques qui s'entamaient, et qui m'ont conduit, au-delà de votre propos et de la cérémonie, à demeurer longtemps parmi vous avec un souvenir pour moi très inoubliable. Je voudrais libérer le rabbin Corsia qui m'a demandé au début de mon propos de lui rappeler qu'il pouvait partir à la cérémonie qui l'attend à la synagogue. Donc je tiens mon engagement. Cette cérémonie est importante parce que je crois que c'est une cérémonie aussi d'hommage à la mémoire de ceux qui sont tombés à l'occasion de ces attentats. Et je voudrais dire à Raïm Corsia mon affection, mon estime, la conscience que nous avons tous les deux, je crois, Monsieur le Président, de la rude mission qui est la sienne, dans un contexte où il faut se souvenir, apaiser, embrasser les siens qui sont inquiets et dans la peine. Donc, cher Raïm, je vous invite, en dépit du plaisir que nous aurions à vous garder parmi nous, à rejoindre les vôtres et à le faire, oui, vous cacher derrière... Nous avons, Raïm et moi, comme point commun de pouvoir nous cacher facilement. Certaines circonstances peuvent aider. Monsieur le Président, les événements tragiques qui ont frappé notre pays au début du mois de janvier, auxquels vous avez fait référence, confèrent à cette cérémonie de vœux un caractère de gravité très particulier. Les auteurs des attentats qui ont eu lieu ont voulu susciter des ferments de haine, dresser les Français les uns contre les autres et susciter des réflexes de peur et de repli. En s'attaquant à la liberté d'expression et à travers elle à la liberté de conscience, qui est l'un de nos biens les plus précieux, ils ont cherché à contraindre la République, à l'obliger à transiger avec certaines libertés fondamentales, et nous avons tous témoigné de notre volonté de ne pas céder à cela lorsque nous avons été ensemble, rassemblés dans les rues de Paris pour dire que la République était debout et que les valeurs auxquelles nous tenons ensemble, au premier rang desquelles figure la valeur de respect de l'autre, étaient des valeurs auxquelles nous n'entendions pas déroger. Donc les Français ne succomberont pas à ce piège, à cette tentation tendue par les terroristes. C'est là, vous l'avez rappelé admirablement, notre responsabilité commune. Nous combattrons toutes les formes de haine, toutes les violences,
toutes les formes de terreur, sans faiblesse, mais nous le ferons, j'y suis en tous les cas dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, avec les armes de la démocratie, celles du respect des principes généraux de notre droit. C'est là un engagement aussi que nous devons tenir absolument. Pourtant, dans le malheur qui a frappé notre pays, nous avons vécu aussi un moment exceptionnel d'union nationale. Ces actes de barbarie inédits ont ému tous nos compatriotes. Toutes les forces spirituelles et morales se sont mobilisées à l'unisson des autres composantes de la société française. Les responsables religieux ont assumé la responsabilité éminente qui est la leur en appelant sans hésiter leurs fidèles respectifs, ainsi que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, au calme, à la paix, au respect des personnes et des croyances. Je salue également le choix qu'a fait la conférence des responsables des cultes en France de vivre la minute de silence décrétée par le président de la République le 8 janvier dernier à la Grande Mosquée de Paris. Il s'agissait là d'un très beau symbole, au moment où certains, parmi les musulmans, redoutaient d'être l'objet de la vindicte de leurs concitoyens d'autres confessions. Dans ce contexte tragique, la Fédération protestante de France et ses responsables ont su, comme à l'accoutumée, comme toujours, dans leurs déclarations publiques, exprimer la compassion et répondre aux besoins de concorde immenses, incommensurables et durables, j'en suis convaincu, ressentis par nos compatriotes. Je retiens en particulier cette déclaration solennelle et très belle, publiée le 7 janvier. La République laïque et ses valeurs, notamment la liberté de conscience, la démocratie et la liberté de la presse, demeurent pour les protestants au fondement de notre vivre ensemble. À l'issue de la minute de silence observée le 8 janvier, la conférence des responsables des cultes en France a lancé un bel appel à la fraternité. Cet appel, mesdames, messieurs, m'a frappé par sa justesse. Il me semble en effet, à moi aussi, qu'il y a une urgence toute particulière à ce que la fraternité, vous l'avez évoqué dans votre propos, ne soit pas seulement proclamée en France, mais qu'elle soit aussi vécue profondément et incarnée. C'est précisément ce sentiment qui a animé les protestants de France depuis leur émancipation, pour reprendre un terme daté, c'est-à-dire depuis qu'ils sont devenus des citoyens comme les autres, jouissant des mêmes droits, mais dotés d'une conscience particulièrement aiguë des devoirs qui résultent du fait d'être membres de la communauté nationale. Les protestants français ne connaissent que trop les désastres qui naissent de l'intolérance religieuse. Je me souviens de la visite de Mialet et de ce qu'elle nous montrait de périodes funestes et sombres. Près de 100 années de guerre, d'une exceptionnelle cruauté, s'échelonnent du massacre de 1562 à l'édit de Fontainebleau en 1687. Un siècle passe encore entre l'édit de Fontainebleau et l'édit de tolérance de 1787, que vous évoquiez à l'instant dans votre propos, au cours duquel les protestants connurent de nombreux et douloureux tourments. J'en ai, encore une fois, mesuré véritablement la portée de ces événements, de ces moments très importants de l'histoire, de ces césures fondatrices pour vous, à l'occasion de cette journée passée à Mialet le 7 septembre dernier. Une fois la liberté de conscience et de culte retrouvée, le protestantisme français, avec son statut de culte minoritaire dans une France très majoritairement catholique, aurait pu être tenté par une forme de repli sur soi, voire, pourquoi ne pas le dire, de communautarisme. J'observe qu'il n'en a rien été. Sa vision humaniste et la conception de ses devoirs à l'égard des progrès de la société ont constitué pour vous tous comme une marque de fabrique. Je pense ici, plus particulièrement, à l'œuvre de ces protestants qui ont assuré le développement économique et financier de notre pays, la promotion de l'instruction publique, la diffusion d'une pensée sociale éprise de solidarité et de coopération, avec l'école de Nîmes notamment,
du pasteur Charles Gide. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ce souci se porte sur la planète et les questions environnementales. La conférence Paris Climat 2015, vous avez, pour cette occasion, tenu à publier un document, Les changements climatiques, vous interrogeant sur l'évolution de la planète et sur les moyens de donner du sens au progrès. Parce qu'ils ont eux-mêmes gardé la mémoire de l'exil et des persécutions, les protestants ont toujours manifesté une empathie toute particulière à l'égard de ceux qui sont oubliés, persécutés, mis au ban de la société. Quand le pasteur Marc Bogner, votre lointain prédécesseur de 1929 à 1961, défendait avec courage les Juifs et les Tziganes persécutés par l'occupant nazi avec le concours de Vichy, d'autres protestants les protégeaient physiquement, à l'exemple du village du Chambon-sur-Lignon. Dès août 1940, d'autres portaient secours aux internés du camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces œuvres philanthropiques, éducatives, sociales, culturelles et civiques ont joué et jouent un rôle social reconnu et utile que je tenais ce soir à saluer particulièrement. La fondation du protestantisme n'abrite ainsi pas moins de 41 organismes abrités et autant de fondations individualisées. La fraternité s'exprime également à travers le dialogue œcuménique avec les autres chrétiens, mais aussi à travers le dialogue interreligieux auquel j'accorde grand prix. Ce dialogue peut être un facteur de paix civile, un outil irremplaçable pour parvenir à la compréhension et à l'estime réciproque. Comment ne pas citer parmi ces passeurs le frère Roger Schultz, dont on fête cette année le 100e anniversaire de la naissance, qui a fait de Thésée l'un de ces lieux privilégiés de rencontre et de fraternité. Il déclarait un jour, très belle phrase, « L'amitié entre frères n'est pas neutre, ou bien elle fait grandir l'homme, ou bien elle le fait régresser. » Or, la fraternité est l'un des plus beaux noms de la laïcité, qui finalement n'impose qu'une chose, le respect d'autrui, de ses choix, de ses croyances ou de son incroyance, dans un idéal partagé de citoyenneté. La laïcité, dans l'esprit d'Aristide Briand, très certainement dans l'esprit de Louis Méjean, son principal collaborateur, protestant et frère d'un pasteur éminent, a été conçue comme un instrument de la paix civile. Face à l'intolérance qui a frappé les 7 et 9 janvier dernier notre pays, elle est plus nécessaire que jamais. Cette loi de 1905, qui inaugure la séparation de l'Église et de l'État, mais également la distinction entre le culte et les œuvres d'intérêt général, est un des legs précieux qu'il nous faut sauvegarder à tout prix. Des voix se font entendre pourtant pour réclamer, non sans arrière-pensée parfois, de faire évoluer cette loi de 1905. Le cadre fixé en 1905, respectueux de l'organisation des différents cultes, doit être préservé. Les protestants ont adhéré sans réserve dans l'histoire à cette architecture et aux formes d'organisation mises en place par la loi, dont l'application au cours du XXe siècle a prouvé l'extrême solidité. Bien entendu, des ajustements peuvent toujours s'avérer nécessaires, mais ils ne doivent s'envisager qu'à travers une démarche pragmatique, respectueuse d'un édifice législatif et d'équilibre qui nous sont chers. Les représentants des protestants ont ainsi veillé à ce que l'association cultuelle régie par la loi de 1905 demeure le cadre d'organisation préférentiel pour les cultes à l'occasion du vote de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et je parle là sous le contrôle de Pierre Jox, qui m'a alerté, a déclenché une ambassade. Et quand Pierre Jox vient au ministère de l'Intérieur pour émettre des demandes, généralement, la marge de manœuvre est étroite. Donc, attentif aux préoccupations dont vous m'avez fait part et dont Pierre m'a également fait part, le gouvernement a veillé à ce que les dispositions de cette loi traitent sur un pied d'égalité les associations ayant des activités cultuelles, qu'elles soient régies par la loi de 1901 ou par celle de 1905. Mais j'ai conscience,
je le dis, que cette solution ne répond pas à l'ensemble des revendications exprimées par votre fédération, et notamment à votre souhait de pouvoir plus aisément bénéficier de ressources tirées d'immeubles de rapport. Il s'agit, comme vous le savez, d'un sujet sensible, car il touche aux grands équilibres de la loi de 1905, et notamment au principe de spécialité des associations cultuelles. Toutefois, j'ai la volonté de ne pas remettre en cause les délicats équilibres de cette loi, et en même temps, je veux rechercher des solutions pratiques qui répondent à droit constant à des aspirations exprimées par vous et que je comprends totalement. C'est la raison pour laquelle, suite au vote de cette loi, dite loi Hamon, j'ai, avec l'aval du Premier ministre, réuni un groupe de travail avec les représentants des différents cultes afin de réfléchir aux conditions juridiques et financières dans lesquelles s'exerce la liberté de culte. Je tiens à saluer votre participation active à cette instance, dont les travaux montrent que des avancées sont possibles. Je conclurai donc ces travaux avec des propositions très précises dans les prochaines semaines. Avant que de vous les transmettre, je veillerai à ce qu'elles ne soient pas de nature à contrarier celui dont la vie et l'assentiment m'est très cher. Et je viendrai vers vous. Et vous serez, compte tenu de l'engagement que je viens de prendre, absolument assuré qu'il y aura une adéquation entre ce à quoi vous aspirez et ce que je vous proposerai. Pour conclure, je voudrais saluer la vitalité du protestantisme français, et notamment sa grande capacité d'adaptation. Les nouvelles générations du protestantisme français sont à la fois plurielles et unies. Elles réunissent des courants, des sensibilités théologiques, des origines nationales diverses. Je pense aux églises coréennes, caribéennes et africaines, au projet Mosaïque. En remettant les insignes de la Légion d'honneur au pasteur Georges Meyer, de la mission évangélique Tzigane, le 14 janvier dernier, il m'a été donné de découvrir la vitalité des églises évangéliques qui se développent à la fois au sein de la Fédération protestante de France et du Conseil national des évangéliques de France. Je veux d'ailleurs ici faire une parenthèse pour dire à quel point cette cérémonie m'a absolument bouleversé. J'ai tenu à ce qu'elle soit maintenue dans un contexte qui était particulier en raison des contraintes du moment, parce que, comme vous l'avez parfaitement dit dans votre propos introductif, cette cérémonie avait une signification particulière d'affichage de la volonté que nous avons d'être ensemble dans les épreuves et de faire en sorte que la fraternité se décline aussi avec le devoir de mémoire à l'égard de ceux qui ont pu être persécutés de manière horrible au moment où la violence frappe de nouveau. Et c'est avec une certaine joie que j'ai pris l'engagement d'aller cet été à un grand rassemblement auprès du pasteur Mayer et de ses amis. Pour un ministre de l'Intérieur, percevez que ce sera un exercice particulièrement singulier. Parce que, généralement, je négocie longtemps avec les maires pour qu'ils acceptent ce qui devrait aller de soi. Maintenant, il va falloir non seulement négocier, mais en même temps négocier ma venue. Ce qui sera pour les préfets et pour les maires un exercice particulièrement intéressant sur le plan politique, en termes d'expression de la fraternité, mais aussi pour un ministre de l'Intérieur qui a le droit parfois de s'offrir quelques moments d'espièglerie, un moment d'entomologie préfectorale passionnant. Je voudrais enfin vous souhaiter, en ce début d'année assombri par les événements tragiques que nous avons rappelés tous les deux, une année pleine de vitalité. Vitalité du protestantisme français dans le service de la société, vitalité de la fraternité entre Français dans l'élan de celle qui s'est manifestée le 11 janvier dernier, vitalité de chacun de nos concitoyens, croyants et incroyants, dans la recherche du bien commun, qui peut être un objectif modeste et à la fois fort et légitime, y compris lorsqu'on est engagé en politique. En cette année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Schweitzer, homme gratifié de dons innombrables, pasteur, théologien, médecin, organiste, je vous propose de former ensemble le souhait qui fut le sien. Que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde, disait-il. Alors,
partons au début de cette année 2015 avec cette invitation, qui est une belle invitation, qui renvoie à ce que la République a en elle d'essentiel, à ce qui peut nous rassembler, par-delà ce qui nous différencie, et qui renvoie à cette très belle valeur que vous avez évoquée dans votre propos et à laquelle j'ai voulu faire écho, celle de la fraternité. À vous toutes et à vous tous, une très belle année 2015.